Bienvenue sur la chaîne USA Celebrity Legacy. Ces derniers jours, l'Amérique a dit adieu à plusieurs personnalités remarquables, des icônes dont l'impact perdurera pendant des générations. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous honorons leur vie, leurs réalisations et l'héritage qu'ils laissent derrière eux. Si l'une de leurs histoires vous a touché le cœur, veuillez envisager de laisser un like pour aider à maintenir leur mémoire vivante. Merci d'être ici. Maintenant, commençons. Ben Lewis, acteur et chanteur australien né en Australie, acclamé pour son travail sur scène et dont on se souvient pour son interprétation du fantôme, est décédé le 6 octobre 2025. Il avait 48 ans. Lewis est né à Londres en 1977 avant de déménager à Sydney où il a suivi une formation en musique et en théâtre. Il est apparu dans des productions scéniques précoces avant de décrocher le rôle qui a changé sa carrière, le fantôme dans Love Never Dies en 2010. Sa performance lui a valu une large reconnaissance et l'a fait connaître à un public international. Il a ensuite repris le même rôle dans Le Fantôme de l'Opéra dans le West End de Londres, ce qui a fait de lui l'un des interprètes définissant ce rôle. Tout au long de sa carrière, Lewis a joué des rôles principaux dans Avita, A Little Night Music et Candid. Il a occasionnellement travaillé à la télévision et au cinéma, mais est toujours revenu au théâtre où son talent s'est pleinement exprimé. Marié à l'actrice Anna O'Hearn, Lewis parlait souvent des joies et des défis liés à la conciliation de la vie de famille et d'une carrière d'artiste. Ses collègues le décrivaient comme discipliné, généreux et profondément respecté dans l'industrie. L'héritage de Ben Lewis réside dans la puissance de sa voix et la passion de ses performances. Partagez votre souvenir préféré, commentez 48, son âge ou écrivez « Repose en paix Ben Lewis » pour honorer un artiste qui a tout donné à la scène. Mike Greenwell, ancien joueur de champ extérieur des Boston Red Sox et 2 fois étoile, est décédé le 9 octobre 2025 à l'âge de 62 ans. Repêché en 1982 et faisant ses débuts en 1985, Greenwell a passé toute sa carrière de 12 ans dans la ligue majeure avec les Red Sox. Surnommé le Gator, il est devenu l'un des meilleurs frappeurs de Boston et un défenseur fiable au champ gauche. Sa saison la plus marquante a été en 1998 lorsqu'il a frappé 325 avec 22 coups de circuit et 119 points produits, remportant un prix Silver Slugger et terminant deuxième au scrutin du joueur par excellence de la L. Au cours de sa carrière, il a affiché une moyenne au bâton de 303, plus de 300 coups sûrs et a gagné le respect pour sa constance plutôt que pour son éclat. Les blessures ont ralenti ces dernières années, mais il est resté une présence loyale jusqu'à sa retraite en 1996. Né à Louisville dans le Kentucky en 1963, Greenwell a fait preuve de la même discipline après le baseball. Il est retourné en Floride, gérant les entreprises familiales et exploitant plus tard un parc de sport motorisé, tout en restant impliqué dans les sports locaux et le travail communautaire. Ses amis et coéquipiers se souviennent fort de lui comme d'une personne accessible et travailleuse qui accordait plus d'importance à la loyauté et au travail d'équipe qu'à la reconnaissance personnelle. L'histoire de Greenwell est celle d'un professionnalisme discret et d'un dévouement. Son nom reste une partie de l'histoire des Red Sox, la fierté de sa famille et la mémoire des fans. Pour l'honorer, les admirateurs peuvent écrire « RIP Mike Greenwell » ou simplement partager son nom en hommage à son héritage. Ali Light, cinéaste, productrice et monteuse acclamée qui a remporté un Oscar pour son travail, est décédée le 17 septembre 2025 à l'âge de 86 ans. Né en 1939, Light a mené une carrière définie par son dévouement à raconter des histoires qui donnaient de la visibilité aux personnes trop souvent laissées en marge. Avec son mari, Irving Saraf, elle a co-réalisé In the Shadow of the Stars, 1991, un portrait de choriste d'opéra qui a remporté l'Oscar du meilleur long-métrage documentaire. Elle a ensuite étendu son influence avec des documentaires tels que Rachel's Daughters, à la recherche des causes du cancer du sein, et Dialogues with Mad Women, des films qui combinaient une vision artistique audacieuse et une enquête sociale urgente. Son travail allait au-delà du fauteuil de réalisateur. En tant que monteuse et mentor, elle a nourri les cinéastes documentaires émergents,
garantissant que de nouvelles voix fassent avancer la forme. Après le décès de Saraf en 2012, Light a continué à poursuivre la mission commune du couple qui consistait à utiliser le cinéma pour favoriser l'empathie et élargir la compréhension. Ceux qui la connaissaient personnellement se souviennent de sa chaleur, de sa générosité et de son sens du devoir inébranlable. Pour ses pairs et ses étudiants, elle était à la fois un guide et une source d'inspiration. La contribution d'Ally Light au film documentaire reste indélébile. À travers son art, elle a défendu la dignité humaine et créé une œuvre qui continuera à éduquer et à émouvoir le public. En hommage, les lecteurs peuvent commenter 86, son âge, ou partager RIP Ally Light, honorant ainsi une conteuse qui croyait en la vérité durable du cinéma. Jane Goodall, primatologue, anthropologue et activiste britannique, est décédée le 1er octobre 2025 à l'âge de 91 ans. Son dévouement de toute une vie à l'étude et à la défense des animaux a changé à la fois la science et la conscience publique. Elle a commencé son travail à Gombe, en Tanzanie, en 1960, où ses recherches ont révélé que les chimpanzés étaient des fabricants d'outils dotés d'une vie sociale complexe. Ces découvertes ont remis en question les points de vue établis et ont élevé Goodall à une notoriété internationale. Ces observations détaillées restent un fondement pour la primatologie et les sciences du comportement. Au-delà de ses études, elle est devenue une voix de premier plan pour la conservation. Elle a fondé le Jane Goodall Institute en 1977 et a ensuite créé Roots and Shoots, un programme qui a engagé des jeunes du monde entier dans des initiatives environnementales et humanitaires. Par le biais de la défense des droits, de livres et de conférences parlées publiques, elle a lié la science à l'action mondiale. Goodall est née à Londres en 1934 et a cultivé sa passion pour les animaux dès son plus jeune âge. Elle a ensuite obtenu un doctorat de l'université de Cambridge. Bien qu'elle n'ait pas de diplôme de premier cycle, connue pour son humilité et son infatigabilité, elle voyageait souvent beaucoup pour promouvoir la sensibilisation à l'environnement. Jane Goodall laisse un héritage qui combine la recherche avec l'activisme et la compassion. Honorez-la en commentant son âge 91 ou en écrivant RIP Jane Goodall pour continuer sa mission de respect pour tous les êtres vivants. Paul Van Rostom, le musicien belge surtout connu comme le bassiste du groupe de rock Triggerfinger, est décédé le 4 octobre 2025 à l'âge de 66 ans. Du début des années 1990 jusqu'à son départ en 2019, Van Broyum, affectueusement appelé Lank, a été une présence constante et appréciée dans le groupe. Les fans appréciaient sa silhouette imposante sur scène, son calme et les lignes de basse constantes qui sont devenues l'épine dorsale du son brut et puissant de Triggerfinger. L'un des moments les plus inoubliables est survenu en 2012 lorsque leur reprise dépouillée de I Follow Rivers a dominé les charts à travers l'Europe. Pour le public, cette performance était un rappel des préférés des fans de la façon dont sa subtile précision pouvait transformer une chanson en un phénomène. Né en 1959, Van Brostom a construit sa carrière dans plusieurs groupes de rock belges avant de rejoindre Triggerfinger en 1998. Pendant plus de 2 décennies, il a joué sur de multiples albums acclamés, de All This Dancing Around à By Absence of the Sun, aidant le groupe à obtenir une reconnaissance internationale. Au-delà de la scène, il était admiré pour son humilité, son humour et la façon dont il encadrait les jeunes musiciens de la scène rock florissante de Belgique. Paul Van Broyum était plus qu'un bassiste. Il était le cœur battant de Triggerfinger, un musicien dont le son portait à la fois du poids et de la chaleur. Son héritage perdure dans les disques qui continuent d'inspirer et dans les souvenirs du public qui sentait sa présence et chaque fois que le groupe frappait son premier accord. Commentez 66, son âge, ou écrivez simplement RIP Paul Vantôme pour rendre hommage à l'art et à l'énergie qu'il a partagée avec le monde. Ron Dean, l'acteur américain dont la carrière a été définie par des rôles de col bleu difficiles au cinéma et à la télévision, est décédé le 5 octobre 2025. Il avait 68 ans.
Dean est devenu un visage familier pour le public grâce à des rôles de soutien qui portaient du poids et de l'authenticité. Il est apparu dans des classiques comme Risky Business 1983, The Breakfast Club 1985, The Fugitive 1993, The Client 1994 et The Dark Knight 2008. Souvent choisi comme détective, policier ou personnage de col bleu, il incarnait un réalisme qui ancrait les histoires auxquelles il participait. Né le 15 août 1947 à Chicago, dans l'Illinois, la vie de Dean était profondément liée à sa ville natale. Avant de se lancer dans le théâtre, il a servi dans l'armée américaine, une expérience qui a donné à ses performances ultérieures un avantage naturel. Il a commencé au théâtre avant de se constituer un long curriculum vitae au cinéma et à la télévision, passant avec aisance des drames policiers aux superproductions hollywoodiennes et aux films indépendants. Bien que son visage soit bien connu, Dean a choisi une vie en dehors des projecteurs. Ses collègues et amis l'ont félicité pour son professionnalisme tranquille et son humilité, notant qu'il laissait son travail parler de lui-même. Prenez un moment pour vous souvenir de lui, partagez une histoire, rappelez-vous une scène qui a laissé une impression ou publiez simplement le numéro 68, son âge, en hommage à un acteur dévoué dont l'héritage reste dans les films qu'il a laissés derrière lui. Mark Woolman, la voix incomparable et le cofondateur du groupe de pop-rock bien aimé The Turtles, est décédé le 5 septembre 2025 à l'âge de 78 ans. Architecte clé du son des années 1960, Woolman a contribué à façonner une ère de pop mélodique axée sur la harmonie, de It Ain't Me Babe en 1965 à Happy Together en 1967. Sa présence scénique exubérante et sa voix distinctive ont fait de lui un favori parmi les fans et ses pairs. Happy Together est devenu un hymne mondial, restant numéro 1 pendant des semaines et cimentant les Turtles comme l'un des groupes définissant leur génération. Après la séparation du groupe en 1970, Woolman a rejoint Howard Kallin pour former Flo and Eddie, mélangeant humour et musique à parts égales. Le duo a fait des tournées avec les Mothers of Invention de Frank Zappa et a contribué au chœur pour un Who's Who of Rock de T-Rex à Bruce Springsteen, leur créativité s'étendant à travers les genres, prouvant que l'art de Woolman transcendait la nostalgie pop. Né à Los Angeles en 1947, les dernières années de Woolman reflétaient un dévouement de toute une vie à l'apprentissage. Il a obtenu une maîtrise et a rejoint la faculté de l'Université de Belmont, enseignant le commerce de la musique et encourageant les étudiants à voir l'industrie avec passion et détermination. Il a continué à faire des tournées avec les spectacles Happy Together, ses performances rayonnant de la même joie qui remplissaient autrefois les arénas. Si sa musique a déjà égayé votre journée, prenez un moment pour l'honorer. Commentez 78 ou écrivez Reimark Woolman pour vous souvenir de l'homme dont le rire et les chansons ont permis à des générations de se sentir vraiment heureuses ensemble. Le 5 septembre 2025, le monde du rock a perdu l'une de ses figures d'ancrage discrète. Rick Davies, cofondateur, compositeur, chanteur et claviériste de Super, est décédé à l'âge de 81 ans. Tout au long des années 1970 et au-delà, la voix et le piano de Davey ont formé la base du son du groupe. Sa voix profonde et pleine d'âme a brillé sur Goodbye Stranger et Bloody Well, des chansons où il offrait un équilibre essentiel aux tons envolés de Roger Hodgson. Ensemble, leur contraste a créé l'un des partenariats vocaux les plus distinctifs du rock. Avec Breakfast in America, en 1969, Davis et ses camarades de ce groupe ont atteint le statut de superstar, vendant plus de 20 millions d'exemplaires. L'album a fait des chansons comme Goodbye Stranger une partie intégrante de la culture musicale internationale. Ses performances live, constantes et passionnées, ont fait de lui le cœur battant du succès du groupe. Né le 22 juillet 1944 à Swindon, en Angleterre, Davis a fondé Super en 1969 et l'a fait traverser des décennies de changements. Même après le départ de Hodgson en 1983, il est resté la force motrice, gardant le groupe en vie et remplissant les arénas du monde entier. On se souviendra toujours de Rick Davies comme de la voix du courage et de l'âme au sein de Super,
Un musicien qui a fusionné l'intensité du blues avec la clarté de la pop, partagé une chanson préférée, un souvenir de concert ou écrivait simplement Rick Davies ou K31 dans les commentaires. Ensemble, gardons sa musique vivante pour les générations futures. Patricia Routoutled, l'actrice et chanteuse acclamée dont la polyvalence a illuminé la scène et l'écran pendant plus d'un demi-siècle, est décédée le 3 octobre 2025. Elle avait 95 ans, surtout connue de millions de personnes pour son rôle inoubliable d'E. Hyacinth Bucket dans la sitcom de longue date de la BBC Keeping Up Appearances 1990-1995. Routledge est devenu un nom familier en Grande-Bretagne et au-delà. Son sens du timing comique et sa capacité à équilibrer l'humour et l'humanité ont rendu le personnage emblématique et la série reste l'une des exportations les plus appréciées de la BBC. Elle a bâti sa réputation dans le théâtre de répertoire et dans le West End, obtenant les éloges de la critique pour ses performances dans le théâtre dramatique et musical. En 1978, elle a remporté un Tony Award de la meilleure actrice dans une comédie musicale pour Darling of the Day, ce qui en fait l'une des rares artistes britanniques à obtenir une reconnaissance transatlantique. Tout au long des années 1970 et 1980, elle est restée une figure incontournable de la scène tout en apparaissant dans des drames télévisés, notamment Etty Winthrop Investigates, où elle a mis en valeur son éventail de talents au-delà de la comédie. Née à Birkenhead en Angleterre en 1929, Routledge a conservé des liens étroits avec ses racines et a souvent parlé de l'importance du théâtre dans le développement de son métier. Connue dans la vie privée comme étant réfléchie et modeste, elle préférait une vie personnelle tranquille en dehors des projecteurs. Son héritage réside dans une œuvre qui a fait le pont entre la comédie, le théâtre dramatique et la chanson, prouvant que le grand jeu d'acteur ne réside pas dans le genre, mais dans la vérité. Pour rendre hommage à sa vie et à sa carrière remarquable, commentez 95, son âge, ou écrivez rap Patricia Routledge pour honorer une artiste dont le talent a enrichi des générations de spectateurs. Ramo Giron, l'acteur italien distingué dont la présence imposante s'est étendue à la scène, à la télévision et au cinéma, est décédé le 3 octobre 2025. Il avait 76 ans. La carrière de Giron s'est étendue sur 5 décennies marquées par la polyvalence et la profondeur. Il est devenu un nom familier en Italie pour son interprétation de Tano Caridi dans la longue série télévisée La Piovra, la pieuvre, un rôle qui a fait de lui l'un des visages les plus reconnaissables du théâtre italien. Né le 1er décembre 1948 à Azara, en Érythrée, alors une colonie italienne, Giron a déménagé en Italie où il a développé son métier sur scène avant de passer à l'écran. Parmi ses rôles notables, on peut citer son apparition dans The Best Offer 2013, réalisé par Jeppe Tornatore, et Ford v Ferrari 2019, où il a incarné l'industriel italien Enzo Ferrari, faisant connaître son talent à un public mondial. Malgré son succès, Jérôme était connu pour son humilité et son dévouement à son métier plutôt que pour sa renommée personnelle. Il a équilibré sa vie artistique avec sa famille, gardant son monde privé à l'écart des projecteurs tout en revenant toujours sur scène et à l'écran avec authenticité. Ramo Giron laisse derrière lui une œuvre qui a enrichi la culture italienne et a résonné bien au-delà de ses frontières. Ses performances, que ce soit dans des productions théâtrales intimes ou dans des films internationaux majeurs, témoignent du pouvoir durable du personnage et de l'histoire. Commentez 76, son âge, ou écrivez Ripe Ramo Giron pour honorer l'acteur dont le talent artistique a façonné le cinéma national et international. Ray Lane, chroniqueur sportif de longue date à Détroit, est l'une des voix les plus reconnaissables de la radiodiffusion au Michigan, est décédé le 27 septembre 2025 à l'âge de 86 ans. Né en 1939, Lane a commencé sa carrière au début des années 1960 et est devenu une figure emblématique des médias sportifs de Détroit. Pendant plus de 5 décennies, il était surtout connu comme annonceur et animateur de studio, couvrant les Tigers, les Pistons et les Lions de Détroit, apportant clarté et énergie aux auditoires de la radio et de la télévision.
Lane a travaillé pour WGBK et WKBD avant de rejoindre l'équipe de diffusion des Tigers dans les années 1990, où sa présence constante a accompagné d'innombrables soirées d'été au stade. Au-delà de son travail d'annonceur, Lane était également un animateur de studio respecté pour les Pistons lors de leur série de championnats et a couvert le football de l'Université du Michigan, ce qui a contribué à cimenter sa réputation comme l'un des commentateurs les plus polyvalents du Midwest. Son professionnalisme lui a valu plusieurs prix de chroniqueur sportif de l'année du Michigan et son intronisation au Michigan Sports Hall of Fame. En dehors des cabines d'annonce, Lane était actif dans les événements qui soient communautaires et caritatifs, dont on se souvient comme d'une personne accessible et généreuse de son temps. Le décès de Ray Lane met fin à une carrière qui a duré plus d'un demi-siècle. Sa voix faisait partie de la bande sonore du sport à Détroit et son héritage perdure dans les souvenirs des fans qui ont grandi avec ses commentaires. Commentait 86, son âge, ou écrivait RIP Ray Lane pour honorer un diffuseur qui a défini le sport local pour des générations. Mika Iman, la légende finlandaise du billard célébrée dans le monde entier sous le nom d'Iceman, est décédé le 28 septembre 2025. Il avait 52 ans. Né le 17 décembre 1972 à Londres et élevé à Helsinki, Immonen a commencé sa carrière de joueur au snooker avant de passer au billard au début des années 1990. Ce changement s'est avéré décisif, lançant une carrière qui durera plus de 3 décennies et lui assurera une place parmi les grands de ce sport. Immonen a remporté le championnat du monde de 9 billes de la WPA à Cardiff en 2001 et a ajouté le titre mondial de 10 billes à Manille en 2009. Il a également remporté 2 couronnes consécutives de l'US Open, soulignées par une séquence record de 14 victoires billes consécutives représentant l'Europe 15 fois à la Moscone Cup. Il a été honoré de plusieurs prix MVP et est devenu l'une des figures marquantes du tournoi. Ses réalisations lui ont valu d'être intronisé au Billiard Congress of America Hall of Fame en 2014 et en 2010, Billiards Digest l'a reconnu comme le joueur de la décennie. Au-delà de ses titres, Ian était connu pour son sang-froid sous pression, son professionnalisme et sa volonté d'encadrer la prochaine génération. Il a fait la promotion de ce sport à l'échelle mondiale et est resté actif dans les compétitions et les expositions jusqu'à la fin de sa carrière. L'héritage de Mika Iman perdure non seulement dans les championnats, mais aussi dans la précision, la discipline et le leadership discret qu'il a apporté à chaque match. On se souviendra de lui comme de l'un des champions déterminants du billard de l'ère moderne. Commentait 52 son âge ou écrivait RIP Mika Imanin pour honorer un joueur dont la concentration et l'esprit ont laissé une marque durable sur le jeu. Whoopi Goldberg n'est pas seulement une actrice, pas seulement une comédienne et pas seulement une animatrice. Elle est un symbole indélébile de la culture américaine, une force dont le nom est gravé dans la mémoire de millions de personnes. Parmi les plus rares tueurs des rares, elle est l'une des rares à détenir la couronne sacrée des EGOT, ayant remporté l'Emmy, le Grammy, l'Oscar et le Tony, un exploit qui la marque comme une figure éternelle dans la constellation de l'art. Elle est devenue la voix irrésistible du View, le battement de cœur inoubliable de La Couleur Pourpre, Ghost et Sister Act. Chaque performance était plus qu'un rôle, c'était une transformation, un rappel que le courage et le talent d'un seul individu pouvaient déplacer les limites de la narration elle-même. Sa présence rayonne dans le panthéon immortel d'Hollywood, gravé non seulement avec le rire, mais aussi avec une émotion profonde, montrant que l'art peut à la fois divertir et changer le monde. Son parcours a commencé dans le silence fracturé d'un projet de logement new-yorkais où la pauvreté, la faim et le ridicule ont écorché son esprit. De ses ombres, elle s'est levée avec courage et feu, construisant non seulement une carrière, mais un empire d'influence durable, un témoignage de la façon dont la résilience pouvait sculpter la grandeur. Elle a réécrit le récit de ce que signifiait être une femme noire dans le divertissement, brisant les barrières de la race et du genre, prouvant que la représentation n'était pas seulement nécessaire, mais inévitable. Son héritage transcende les trophées et la richesse. C'est une déclaration vivante que l'art peut devenir la survie, que la voix peut devenir une révolution,
que la persévérance peut transformer le soi-disant rêve américain en quelque chose de brut et de réel. Pourtant, derrière la brillance et les applaudissements se cache un champ de bataille de cicatrices. La vie de Whoopi a porté le poids de mariages brisés, de controverses du public, de batailles contre la maladie et de la solitude étouffante que même la gloire ne peut guérir. Elle est devenue une icône admirée et imitée, mais aussi un paratonnerre pour le jugement. Chacun de ces mots disséqués sous un feu des projecteurs impitoyables. La gloire l'a couronnée, mais les tempêtes l'ont également pourchassée. Maintenant, alors qu'elle entre dans les derniers chapitres de sa vie, les questions se font plus vives, les épreuves non moins implacables. Quelles ombres persistent derrière le sourire qui a autrefois illuminé l'Amérique ? Quels échos restent dans le cœur d'une femme qui a déjà tant donné au monde ? C'est le voyage que nous allons parcourir ensemble dans les triomphes, dans les tragédies et dans l'humanité inébranlable de Whoopi Goldberg. Le 13 novembre 1955 a marqué le jour où un enfant est né dans un état de délabrement à l'intérieur des projets de logement délabrés de Chelsea Elliott à Manhattan. Cet enfant était Karen Elaine Johnson, la fille que le monde connaîtrait un jour sous le nom de Whoopi. Son père, Robert James Johnson Jr., un pasteur baptiste, a abandonné la famille avant que ses premiers souvenirs ne prennent forme, laissant une absence fantomatique qui entrait son enfance. Sa mère, Emma, a assumé le fardeau impossible d'élever 2 enfants en seul. Travaillant en quart de travail double en tant qu'infirmière et enseignante, elle portait l'épuisement comme un manteau, se poussant au-delà des limites humaines juste pour garder de la nourriture sur la table. Les murs de leur maison portaient les marques de la pauvreté. De la peinture écaillée, des lumières de couloirs vacillantes et l'odeur de béton humide se mélangeant à l'écho des disputes des voisins qui s'infiltraient à travers des murs minces comme du papier. Chaque repas était un pari, chaque jour une épreuve de survie. Ma mère n'a jamais abandonné, se souviendrait Whoopi. Des années plus tard, elle nous a fait traverser tout cela. Pour Whoopi et son frère Clyde, l'enfance n'était pas définie par des contes de fées, mais par le fait de voir leur mère s'effondrer sur une chaise après un travail sans fin, des factures s'empilant comme des montagnes sur la table de la cuisine et le silence d'un père qui n'était jamais là. Le dîner n'était parfois rien de plus que des croûtons de pain ou du lait dilué. Les chaussures perdaient leur âme avant que l'on puisse en acheter de nouvelles et les vêtements s'amincissaient jusqu'à ce qu'ils tiennent à peine ensemble. La pauvreté n'était pas seulement autour d'eux, elle pesait sur eux comme un poids. Et pourtant, même dans ces difficultés, un feu s'est allumé. Un feu qui allait emporter une jeune fille hors des ombres des projets de logement de Manhattan et sur les scènes les plus brillantes du monde. À la fin des années 1960, alors que Whoopi Goldberg atteignait son adolescence, l'école aurait dû être un refuge. Au lieu de cela, elle est devenue un autre champ de bataille. Dans les salles de classe épaisses de poussière de craie, ses papiers revenaient marqués de traits rouges sévères. Les enseignants l'ont qualifiée de paresseuse, de lente et même de stupide. Elle n'était rien de tout cela. Elle était dyslexique, mais à l'époque, personne autour d'elle ne comprenait. Pendant des années, j'ai pensé que j'étais bête, a-t-elle admis plus tard. Chaque note d'échec n'était pas qu'une marque, c'était une blessure. Chaque rire des camarades de classe résonnait comme un rappel qu'elle n'avait pas sa place. En 1971, à 16 ans, elle ne pouvait plus supporter la honte et a quitté l'école. Pendant des années, elle a porté cette décision comme une preuve d'échec, jusqu'à ce qu'elle réalise que ce n'était jamais une faiblesse, mais une condition mal comprise. Mais les plus grandes blessures sont survenues encore plus tôt. En 1969, à seulement 14 ans, Whoopi a fait face à la réalité terrifiante d'une grossesse non planifiée. Seule et sans endroit sûr où se tourner, elle a écouté les conseils désespérés d'autres filles de son âge, recourant à des méthodes dangereuses qui ont failli lui coûter la vie. « J'ai bu d'étranges gars à concoction et cela a failli me détruire », a-t-elle révélé des années plus tard dans The Choices We Made. La tentative l'a laissée gravement malade, marquée par un traumatisme qu'aucun enfant ne devrait endurer. 1 an plus tard seulement, à 15 ans, elle s'est retrouvée à nouveau dans la même situation. Cette fois, la loi à New York avait changé et elle a pu recevoir des soins médicaux légaux sûrs.
Un changement qui lui a littéralement sauvé la vie. Ce moment est devenu un tournant, allumant en elle une détermination de toute une vie à se battre pour les droits des femmes, en veillant à ce qu'aucune fille ne soit laissée seule et désespérée comme elle l'avait été autrefois. Ce n'étaient pas des luttes d'enfance ordinaires. C'étaient des batailles qui auraient pu la briser complètement. Un père qui a disparu, une mère poussée à bout, la pauvreté qui se fait sentir de tous les côtés, un esprit considéré comme sans valeur, et des fardeaux d'adultes imposés à un enfant. Pourtant, au sein de ces sombres projets de logement, la résilience a pris racine. « Je ne pensais pas que j'étais intelligente », a-t-elle dit plus tard, « mais je savais que je pouvais survivre. » Et elle a survécu. La faim, l'humiliation et le chagrin d'amour l'ont façonnée. Mais ils ont aussi forgé une force qui allait plus tard la porter sur la scène mondiale. Pourtant, la survie a eu son propre coup cruel. Lorsqu'elle a quitté l'école à 16 ans, elle est entrée dans l'âge adulte sans diplôme, sans conseil et sans avenir clair. Ce qu'elle portait à la place, c'était la conviction profonde d'être brisée. Dans ce vide, elle a cherché à s'échapper. Et dans le brouillard des années 1970, elle l'a trouvé dans la drogue. Les substances promettaient la libération, mais n'ont apporté que la destruction. LSD, héroïne, tout ce qui pouvait faire taire l'écho du désespoir. Pendant des moments fugaces, le high ressemblait à la liberté, mais la descente était impitoyable. Parfois, vous pensez avoir trouvé un ami, a-t-elle admis plus tard, mais ce n'est pas votre ami. Chaque tentative d'arrêter ressemblait à une escalade d'une falaise pour retomber dans l'obscurité. C'était le creuset de sa jeunesse, des salles de classe qui l'ont mal comprise, des traumatismes qui l'ont marquée et des dépendances qui ont failli la consumer. Pourtant, même dans les profondeurs du désespoir, l'étincelle de la survie a refusé de s'éteindre. Cette étincelle allait un jour s'enflammer dans la voix, la présence et le pouvoir de Whoopi Goldberg, la femme qui a transformé les cicatrices en force, le silence en tonnerre et la survie en histoire. Le cycle des faux sommets et des creux écrasants a presque consumé Whoopi Goldberg. Chaque rechute a approfondi sa honte et il y a eu des moments où l'abîme semblait définitif. Pourtant, la braise tenace de la survie a refusé de s'estomper. Lentement, péniblement, elle s'est frayé un chemin vers le retour, jamais avec une seule victoire, mais avec d'innombrables petites batailles. La guérison a été désordonnée, inégale, mais elle était la sienne. Les cicatrices sont restées, mais elle portait une vérité qu'elle n'a jamais oubliée. L'évasion ne peut pas vous guérir. Seul le courage le peut. Cette vérité l'a propulsée vers l'ouest, dérivant d'un endroit à l'autre à la recherche de la survie. San Diego est devenu son premier refuge. Là, elle a cousu ensemble une fragile existence grâce à des emplois sans fin, servir des tables pour des pourboires qui payaient à peine le billet d'autobus, poser des briques jusqu'à ce que ses mains saignent, travailler dans un salon funéraire, maquiller les morts. Chaque emploi la dépouillait, mais chacun la maintenait en vie. Le jeu d'acteur est resté sa bouée de sauvetage. Dans de petits ateliers, elle a enseigné le théâtre et la comédie, s'accrochant au rire comme à une forme de survie. Parmi ses élèves, il y avait une jeune Courtney Love, à des années de la célébrité. Pour Whoopi, l'enseignement n'a jamais concerné la gloire. Il s'agissait de dignité, de refus de disparaître. Puis, en 1978, une autre cicatrice s'est gravée dans son âme. Un après-midi à San Diego, elle a levé les yeux et a vu 2 avions entrer en collision dans le ciel. Le feu a éclaté dans le ciel bleu et des débris ont plu comme des étoiles encore brûlantes. Cette image ne l'a jamais quittée. Pendant les 13 années suivantes, la seule pensée de voler l'a remplie de panique. La sueur a trempé ses paumes, son souffle s'est raccourci, son cœur a tonné comme s'il allait se libérer. « Je ne pouvais pas le faire », a-t-elle admis plus tard. Alors que d'autres s'envolaient, elle voyageait en autobus, kilomètre après kilomètre, ville après ville, la route étant sa seule compagne. L'autobus est devenu à la fois un sanctuaire et une cage. Il l'a emmenée vers l'avant, mais l'a maintenue sur terre. Mais l'occasion n'attend pas toujours. Alors que son talent a commencé à attirer l'attention, des offres sont arrivées qu'aucun autobus ne pouvait atteindre. Un contrat en particulier a changé sa vie. Pour le saisir, elle a dû affronter sa plus grande peur.
La nuit précédant le vol, la terreur l'a envahi. Son corps tremblait, son esprit hurlait pour s'échapper. Pourtant, elle a embarqué, les yeux fermés. Chaque secousse dans l'air ressemblait à une bataille contre la mort. Ce n'était ni la grâce ni le triomphe, c'était une survie brute. Et cette survie a marqué sa première victoire sur l'ombre de ce ciel de San Diego. Les années d'errance, de travail et de souffrance silencieuse n'ont pas été gaspillées. Elles ont été le creuset dans lequel sa résilience a été forgée. La dépendance avait presque détruit sa vie, mais la persévérance l'a portée à travers tout cela. Des emplois sans fin ont meurtri son corps, mais ont révélé son endurance. La peur de voler l'a enchaînée au sol. Mais briser cette chaîne a prouvé qu'elle pouvait maîtriser même ses plus grandes terreurs. Elle ne se contentait plus de survivre. Elle se battait. Et dans les salles enfumées du théâtre expérimental de Berkeley, elle a commencé à transformer la douleur en performance. Les blessures sont devenues des mots, les cicatrices sont devenues des personnages, l'obscurité est devenue de la comédie. Des cendres de ses années les plus difficiles, la voix de Whoopi Goldberg a commencé à s'élever. Une voix qui allait un jour résonner dans le monde entier, née non pas de la facilité, mais de la survie. Pour Whoopi Goldberg, le tournant est arrivé en 1982. Après des années de débrouillardise dans des ateliers et des sous-sols enfumés, elle est entrée dans la lumière avec son premier rôle au cinéma dans Citizen. Je ne perds pas la tête, je la donne. C'était un petit projet presque invisible à Hollywood, mais à l'intérieur de cette performance se trouvait une voix façonnée par la douleur et la survie, une voix qui allait bientôt attirer l'attention du monde entier. Ce murmure est devenu un tonnerre. Un an plus tard, en 1983, elle a dévoilé son spectacle solo. Brut, intrépide, hilarant et déchirant. Passant sans transition d'un personnage à l'autre, elle a livré une satire imprégnée d'âme et d'humanité. Le public a ri, a pleuré et s'est levé d'un bond. Bientôt, Broadway a fait appel à elle et Whoopi a répondu, interprétant 156 spectacles à guichet fermé. Du jour au lendemain, la jeune fille autrefois rejetée comme unteachable est devenue la nouvelle sensation de New York. Mais la gloire a eu un prix. Soir après soir, les mêmes rôles ont déchiqueté sa gorge et épuisé son corps. Dans des moments calmes en coulisses, fixant son reflet dans le miroir, elle s'est demandé « Est-ce que je peux vraiment continuer comme ça ?» Les projecteurs ont ébloui, mais ils ont aussi brûlé. Puis le destin a appelé plus fort. En 1985, Steven Spielberg l'a choisi pour incarner Cilly dans La couleur pourpre. Portant ses propres blessures dans le rôle, elle a donné une performance qui était plus de la survie que du jeu d'acteur. Le film a obtenu 11 nominations aux Oscars, dont celle de la meilleure actrice pour Whoopi. La jeune fille qualifiée de stupide à l'école se tenait maintenant parmi les meilleures d'Hollywood. Pourtant, des doutes ont persisté. Une pauvre femme noire sans éducation formelle pouvait-elle vraiment avoir sa place ? Derrière les applaudissements se cachaient des nuits donc blanches, le poids des interviews, des répétitions, des tapis rouges et le besoin impérieux de faire ses preuves. Ce rôle m'a brisé, a-t-elle admis des années plus tard, mais il a failli me démolir. Pourtant, son ascension ne pouvait être stoppée. En 1990, elle a transformé la comédie en légende en tant qu'Oda Mae Brown dans Ghost. Sa performance, drôle, humaine, inoubliable, a franchi les frontières de la race et du genre. Lorsqu'elle est montée sur la scène des Academy Awards pour réclamer le prix de la meilleure actrice dans un rôle de soutien, elle est devenue la deuxième femme noire de l'histoire à remporter un Oscar d'interprétation. Un autre plafond de verre s'est brisé. Pourtant, même lors de cette nuit triomphale, elle est retournée dans une chambre d'hôtel silencieuse. L'Oscar brillait, mais la solitude persistait. Elle a appris que le triomphe peut être à la fois enivrant et isolant. 2 ans plus tard, la joie est devenue mondiale. En 1992, Sister Act l'a transformée en une superstar internationale. En tant que Dolores Van Cartier, la chanteuse de salon se cachant parmi les religieuses, elle a transformé le gospel en or au box-office. Le film a rapporté plus de 200 millions de dollars, a inspiré une suite et l'a intégré à la culture pop mondiale. Les enfants chantaient en chœur, les familles ont rempli les cinémas, les communautés l'ont adopté comme un symbole de joie.
Mais la joie à l'écran exigeait des sacrifices hors écran. Des tournages épuisants et des tournées de presse interminables l'ont laissé épuisé. Les gens pensent que ce n'est que du rire, a-t-elle confié. Parfois, ce n'est que de la fatigue déguisée en sourire. Puis, en 1994, elle a franchi une autre barrière. Elle est devenue la première femme noire à animer seule les Academy Awards. Debout seule à l'épicentre d'Hollywood, elle a porté non seulement sa propre réputation, mais aussi le poids de ceux qui pourraient suivre. Chaque pose, chaque blague, chaque geste a été scruté à la loupe. La nuit s'est terminée en triomphe, mais ses nerfs étaient à vif, son esprit mis à l'épreuve. À ce moment-là, c'était clair. Whoopi Goldberg n'était pas une étoile filante, c'était une force, une artiste qui transformait les cicatrices en art, le rire en pouvoir et la survie en histoire. Des rôles tendres dans Corina et Les Petites Pains à canaille à la transformation de la télévision en tant que productrice exécutive de Hollywood Squares de 1998 à 2004, le talent artistique de Whoopi n'a montré aucune limite. Mais la polyvalence a eu un prix. De longues journées, des vols interminables et la peur constante d'être écartée dans une industrie prompte à mettre de côté les femmes qui ont dépassé leur apogée. En 2007, elle a rejoint The View, l'animant pendant près de 2 décennies, alors qu'en 2010, elle a donné l'une de ses performances les plus obsédantes dans Pour les filles de couleur et a prêté sa voix à Toy Story 3, touchant des millions de personnes dans le monde entier. Pourtant, même alors, elle a admis avec une honnêteté lasse « Je n'ai pas le droit de m'arrêter ». Ces décennies n'ont pas été gravées seulement dans les applaudissements, mais dans l'épuisement, pas seulement dans la gloire, mais dans la solitude. Chaque triomphe portait les marques du sacrifice, chaque ovation résonnait de silence lorsque les rideaux se fermaient, et pourtant, malgré tout, Whoopi Goldberg s'est élevée. De Broadway au box-office, des scènes des Oscars à la télévision de jour, elle a prouvé que la grandeur n'est jamais un cadeau, c'est une bataille menée dans le sang, la sueur et les larmes, et couronnée seulement dans la lumière. Il arrive un moment dans chaque longue carrière où les applaudissements se transforment en quelque chose de plus tranchant, lorsque le son qui suit n'est plus une célébration mais un jugement. Pour Whoopi Goldberg, ce moment n'est pas arrivé sur un plateau de tournage ou sur une scène de Broadway, mais sous les lumières inflexibles de la télévision en direct. En septembre 2007, elle a pris son siège à The View en tant que modératrice. Sa voix était censée ancrer la table, tranchante, spirituelle, non filtrée, sans s'excuser d'être elle-même, mais avec cette chaise est venu un nouveau type de scène, une scène sans script où chaque pause, chaque inflexion, chaque remarque non scénarisée pouvait faire les gros titres. Si ses débuts avaient été définis par des ovations, cette époque serait définie par des échos. Certains favorables, beaucoup critiques, et aucun qui ne pouvait être ignoré. Sa franchise, autrefois sa couronne, est devenue un risque à double tranchant. Dès ses premières semaines, elle a commenté l'affaire Michael Vick, encadrant ses remarques autour du contexte culturel. La réaction a été immédiate. Les titres sont apparus avant que ces mots n'aient refroidi. Les commentateurs ont disséqué chaque phrase et des débats en ligne ont éclaté. En 2009, lorsque Roman Polanski a été arrêté, elle a discuté de certains aspects de l'affaire d'une manière qui a suscité de fortes réactions du public. En quelques heures, le clip a été diffusé à grande échelle, ses commentaires devenant un point central du débat. Sa défense de Mel Gibson, basée sur ses expériences personnelles avec lui, a également suscité la controverse à un moment où une grande partie d'Hollywood s'était retirée. Et en 2015, son scepticisme initial concernant les accusations portées contre Bill Cosby s'est transformé en une reconnaissance à l'antenne alors qu'elle clarifiait ses points de vue à la lumière des faits versés au dossier public et de la discussion croissante. Chaque tempête suivait le même rythme cruel. Des mots prononcés en quelques secondes, disséqués pendant des mois. En studio, la tension était palpable, la respiration brusque des collègues, le silence stupéfait du public, le poids invisible qui s'est abattu sur la table. À l'extérieur, le public s'est divisé. Les fans de longue date qui l'avaient autrefois adoré comme sœur Mary Clarence ont lutté contre la déception, mais n'ont pas pu détourner le regard.
Certains l'ont toujours saluée comme intrépide, prête à exprimer ce que d'autres n'osaient bien pas. D'autres l'ont condamnée, qualifiant son franc-parler d'insensibilité. La voix même qu'il avait élevé des projets de logement new-yorkais aux plus hautes scènes d'Hollywood pesait maintenant lourdement, une encre autour de son cou, un projecteur qui ne réchauffait plus, mais brûlait. « Je ne suis pas parfaite », a-t-elle admis un jour, sa voix lasse mais intacte. À ce moment-là, des millions de personnes n'ont pas vu une légende polie, mais une femme dénudée, aux prises avec les conséquences de ses propres paroles. Lorsque les caméras se sont éteintes, le silence était étouffant. Les applaudissements ont disparu, l'indignation rugissait toujours, et Whoopi s'est assise seule dans sa loge. Les murs se sont refermés alors qu'elle fixait son reflet dans le miroir, se demandant si sa vérité avait franchi la ligne du préjudice, si sa franchise était devenue sa malédiction. La télévision en direct n'offrait aucune modification, aucune gomme. Chaque syllabe vivait éternellement, gravée dans des extraits sonores, rejoués sans pitié, et pourtant elle a continué à revenir à cette table jour après jour, année après année. Si Broadway avait autrefois exigé de l'endurance, The View exigeait quelque chose de plus brutal. Le courage de continuer à parler même lorsque le silence aurait pu la sauver. Sa persévérance, meurtrie, cicatrisée mais indomptée, était sa propre rébellion silencieuse. Les cicatrices de ces tempêtes n'étaient pas invisibles. Elles ont révélé douloureusement que les mots peuvent bien guérir ou blesser, qu'ils peuvent construire des ponts ou les réduire en cendres. Elles ont montré que la responsabilité n'est pas un terrain fixe, mais une terre mouvante prête à engloutir les imprudents. Pour Whoopi, elles sont devenues un creuset, la forçant à tenir compte du fardeau d'être non seulement une interprète, mais une voix culturelle, un rappel que la visibilité est à la fois un privilège et un péril. Pour le public aussi, il y a eu des leçons. Ces controverses nous ont rappelé que les icônes trébuchent, que les héros faiblissent, que la grandeur ne signifie pas l'absence de défauts. Elles nous ont rappelé que la conversation brute, imparfaite, parfois atroce, est la façon dont les sociétés progressent. Qu'écouter est aussi vital que parler, et peut-être surtout, elles nous ont rappelé que les mots ne sont jamais neutres. Ils sont comme des couteaux assez tranchants pour inspirer le changement, mais aussi assez tranchants pour couper profondément lorsqu'ils sont maniés sans soin. Une seule faute de phrase peut devenir une cicatrice, un pont ou un phare. Et c'est le péril et la promesse du langage. C'est pourquoi, malgré les tempêtes, des millions de personnes continuent de se brancher. Certains viennent pour son humour, d'autres pour son franc-parler, mais beaucoup viennent pour assister à l'endurance elle-même, pour voir une femme battue par le feu mais refusant toujours le silence. Pour ses critiques, elle est un paratonnerre. Pour ses admirateurs, une diseuse de vérité, mais pour nous tous, elle est un miroir reflétant à la fois le danger et le pouvoir de la parole. En fin de compte, la dernière partie de la carrière de Whoopi Goldberg n'est pas définie par les tempêtes qui ont cherché à la noyer, mais par sa décision de continuer à se tenir sous la pluie. Des ovations qui ont autrefois ébranlé Broadway à l'examen impitoyable de la télévision de jour. Elle a porté la lumière dans une main et l'ombre dans l'autre. Et peut-être que cela, plus que n'importe quel trophée, est son héritage durable. Pas la perfection, mais la persévérance, pas le confort, mais le courage, pas le silence, mais la volonté de parler, sachant même que les mots comme des couteaux peuvent te blesser aussi facilement qu'ils peuvent en guérir. Son histoire n'est pas gravée dans des statues ou des éloges, mais dans les cicatrices de ses erreurs et la force de sa résilience, un témoignage de la vérité éternelle que le langage est fragile, dangereux, puissant et, entre de bonnes mains, assez fort pour blesser, guérir et remodeler le monde. Il y a toujours un moment après que les ovations s'estompent et que les trophées ramassent la poussière, où la vie insiste pour nous rappeler que la gloire et la douleur marchent côte à côte. Pour Whoopi Goldberg, les applaudissements montants d'Hollywood n'ont jamais pu noyer les échos de ses cicatrices privées. Alors même que les lumières de la gloire ont commencé à réchauffer son visage, les ombres de son premier mariage ont plané.
Il y a une histoire non pas de tapis rouge, mais de verres brisés, d'arguments chuchotés et de larmes silencieuses. En 1973, à peine âgée de 18 ans et tremblant encore des décombres de la dépendance, elle a cherché quelque chose de stable. Alvin Martin, un homme qui l'avait autrefois guidé dans sa guérison, est devenu cette ancre. Dans sa vulnérabilité, cette ancre ressemblait au salut, quelqu'un qui la voyait non pas comme un échec, mais comme une âme qui valait la peine d'être sauvée. Pourtant, ce qui a commencé comme une dépendance s'est rapidement estompé en quelque chose de plus lourd. Je ne savais pas qui j'étais à l'époque, a-t-elle réfléchi plus tard. Je savais juste que j'avais besoin de quelqu'un pour me soutenir. La même année, elle a donné naissance à sa seule fille, Alexandrea Alex Martin. Le mariage n'avait pas l'air d'un choix, il avait l'air d'une fatalité, d'un scénario écrit par les circonstances plutôt que par l'amour. Un enfant arrivait et avec lui le poids écrasant de la responsabilité que Whoopi avait à peine la force de porter. Mais l'union au lieu d'un refuge est rapidement devenue un autre champ de bataille. Whoopi était encore une adolescente tirée entre la survie et la responsabilité. Son esprit n'était pas prêt pour le rôle d'épouse et de mère qui lui était imposé. Alvan, bien que présent en titre, ne pouvait pas fournir la stabilité dont elle avait tant besoin. Leur lien portait un déséquilibre. L'autorité et la dépendance se sont emmêlés en nœuds trop serrés pour être dénoués. Les factures s'empilaient comme des accusations tacites, les nuits se sont dissoutes dans l'épuisement et leur maison est devenue plus froide, non seulement à cause de la pauvreté, mais à cause du silence. Deux personnes liées davantage par le besoin que par l'amour. En 1969, le dernier fil s'est cassé, le mariage était terminé. Les documents du tribunal ont estampillé un mot stérile, divorcé, mais la vérité était bien plus brutale. Elle avait 23 ans, se tenant au seuil de l'âge adulte avec un bébé dans les bras et aucun partenaire à ses côtés. Pas d'applaudissements, pas de projecteurs, juste la douleur silencieuse d'une jeune mère fixant un avenir auquel elle n'avait jamais été préparée. Des années plus tard, elle se souviendrait du tourment de ses jours. J'avais peur chaque nuit, peur de ne pas pouvoir la nourrir, peur de ne pas pouvoir la protéger, peur de ne pas être assez bien. C'était une saison de désespoir, mais aussi d'éveil, car dans ce creux silence, Whoopi a appris la vérité la plus déchirante de toutes, que les applaudissements ne peuvent pas élever un enfant, et que la survie exige plus que du talent. Elle exige du courage, du sacrifice, et le courage de continuer à avancer même lorsque le monde se sent impitoyable. Ces années ont été étouffantes, un flou de faim, d'épuisement et de larmes silencieuses avalées dans l'obscurité. Whoopi était à la fois mère et père, pourvoyeuse et protectrice. Même si elle-même essayait encore de grandir, leur appartement résonnait parfois de rire, mais c'était le rire fragile de la survie, un masque fragile tendu sur le vide. La nourriture s'est raréfiée, les vêtements se sont effilochés jusqu'à ce que les coutures soient saines et les factures ont plané comme des spectres sur la table. Alex se souviendrait plus tard avec une honnêteté brutale. Nous étions pauvres, pauvres au point où je ne savais même pas que nous étions pauvres parce que c'était juste normal. Pour Whoopi, chaque nuit était une négociation entre le désespoir et la détermination. Elle s'asseyait près de la faible lumière, fixant son enfant endormi, chuchotant des promesses dans le silence. Des vœux qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tenir. Des promesses qu'Alex ne se sentirait jamais aussi indésirée, aussi non protégée qu'elle l'avait été autrefois. Des années plus tard, Whoopi confesserait dans une interview « Je ne savais pas toujours comment nous allions arriver au lendemain, mais je savais que je ne pouvais pas la laisser se sentir seule comme je l'avais été. Mais le destin a une façon cruelle de faire écho aux vieilles blessures. » En 1989, l'histoire est revenue comme une ombre qui refusait de se lever. Alex, âgé de seulement 16 ans, a fait face à une grossesse non planifiée. Whoopi, alors âgée de 34 ans et commençant tout juste à goûter à la douceur du succès à Hollywood, a été soudainement catapultée dans un autre rôle. L'une des plus jeunes grand-mères de l'industrie. Sur les tapis rouges, elle portait des robes et des bijoux. Les appareils photos clignotaient comme des feux d'artifice, son nom brillant dans les lumières. Mais derrière l'éclat, elle revivait son propre traumatisme, regardant sa fille trébucher dans la même tempête dont elle s'était autrefois battue pour s'échapper. L'ironie était acérée. Le monde célébrait son ascension vers la gloire. Pourtant,
À la maison, elle se battait contre la malédiction générationnelle qu'elle avait juré de mettre fin. Dans des moments calmes, elle a admis à des amis « Je voulais la protéger de mes erreurs ». Et pourtant, nous y étions, en train de les revivre. Cette prise de conscience a coupé plus profondément que n'importe quelle critique ou titre. La reconnaissance que la douleur non guérie peut résonner à travers les générations. Mais elle a également allumé le feu qui a durci sa détermination. Elle a travaillé plus longtemps, s'est poussée plus loin, a fait des sacrifices plus farouchement, déterminée à ce qu'Alex et son enfant n'endurent jamais le même isolement qu'elle avait connu. Elle s'est transformée en plus qu'une mère, elle est devenue une forteresse, plus qu'une grand-mère, elle est devenue un bouclier. Et de se creuser, sa voix s'est faite plus forte. Non seulement sur les scènes et les écrans, mais aussi dans l'arène de la défense des droits. Elle a parlé des droits des femmes, de l'éducation, du besoin désespéré de systèmes de soutien afin qu'aucune jeune fille ne se sente jamais aussi acculée, aussi désespérée, aussi seule. Ces cicatrices privées sont devenues un appel public aux armes. Sa douleur s'est transformée en une plateforme. Son premier mariage reste le chapitre le plus obsédant de sa vie, non pas à cause de ses années, mais à cause des cicatrices qu'il a gravées en elle. Il l'a projetée dans des batailles qu'aucun adolescent ne devrait être forcé de mener. Il l'a laissée blessée, oui, mais il l'a aussi forgée en acier. Il lui a appris avec une clarté brutale que les applaudissements ne peuvent pas élever un enfant et que le succès est creux si ceux que vous aimez sont laissés affamés. Pourtant, il a également révélé son don le plus durable, la capacité de transformer la souffrance en survie, la survie en but, et le but en un héritage qui s'étendait au-delà d'elle-même. Pour Whoopi Goldberg, Alvin Martin n'est pas seulement un nom gravé dans le passé, mais l'emblème du creuset qui a testé son esprit. Des cendres de cette union brisée s'est élevée la résilience d'une femme qui se tiendrait un jour sous les feux de la rampe, inébranlable. Et bien que les ovations de sa carrière aient souvent noyé les échos de cette douleur précoce, ce sont les cicatrices de son premier mariage, les nuits de faim, le silence de la solitude pesant sur sa poitrine, le poids implacable d'être à la fois mère et père qui ont enraciné sa résilience. Le plus profond et a donné à sa compassion sa flamme la plus ardente. Il y a des chapitres dans la vie où les acclamations à l'extérieur s'élèvent comme le tonnerre. Pourtant, le silence à la maison semble encore plus fort. Au milieu des années 1980, Whoopi Goldberg n'était plus seulement une actrice se battant pour sa survie, elle était une star. La couleur pourpre l'avait transportée de l'obscurité aux nominations aux Oscars, son visage soudainement reconnu à travers l'Amérique. Elle avait 30 ans, foulant des tapis éclairés par des flashs, serrant la main des puissants, son nom gravé dans les gros titres. Mais sous les paillettes et les applaudissements persistait une douleur, le désir de quelque chose d'ordinaire, d'ancrage, d'un amour assez stable pour la rattraper lorsque le rideau tombait. En 1986, 13 ans après l'effondrement de son premier mariage, elle a cru l'avoir trouvé. Il s'appelait David Clawson, un cinéaste néerlandais avec un œil d'artiste et une grâce tranquille qui semblait équilibrer sa tempête. Au début, cela ressemblait au destin. Son feu, son calme, sa voix remplissant les théâtres, sa lentille capturant la lumière. Ils se sont mariés rapidement, enveloppés dans l'ivresse de la possibilité. Sur les tapis rouges, ils se tenaient à tenir la main, souriant comme si les flashs eux-mêmes avaient béni leur union. Pendant un moment fugace, Whoopi s'est permis de croire qu'elle était entrée dans le sanctuaire qu'elle avait longtemps désiré. Mais Hollywood est impitoyable. Alors que sa carrière montait en flèche, son emploi du temps a consumé des saisons entières. Le rythme plus calme de Clawson s'est désynchronisé avec son rythme effréné. Les tables de dîner sont devenues plus froides, les appels téléphoniques se sont restés sans réponse et les silences se sont étirés jusqu'à devenir des murs. En 1988, à peine 2 ans plus tard, le rêve s'est dissous. Pas d'enfant, pas de scandale, juste la réalisation lente et suffocante que l'amour seul ne pouvait pas résister à la machinerie de l'ambition. Pour les tabloïds, c'était une note de bas de page. Pour Whoopi, c'était une autre cicatrice. Seule dans des chambres d'hôtel, des trophées sur la commode, elle s'est avouée que le succès se sentait souvent plus solitaire que la pauvreté ne l'avait jamais été. 6 années ont passé.
En 1994, Whoopi avait 38 ans au sommet du pouvoir culturel. Elle avait animé les Academy Awards, dirigé des mastodontes du box-office comme Sister Act et s'était taillé une place comme l'une des icônes les plus inébranlables d'Hollywood. Pourtant, même alors, la gloire ne pouvait pas faire taire la tranquille douleur. Cette année-là, elle a réessayé, cette fois avec Lial Trachtenberg, un acteur et organisateur syndical. Ce n'était pas le saut aveugle de la jeunesse, mais le pas prudent d'une femme qui pensait que le mariage pourrait être ce que la vie ou la société attendait d'elle. Le mariage a scintillé comme une allumette frappée dans l'obscurité, lumineux, plein d'espoir, mais bref, en moins d'un an, la flamme s'est éteinte. Pas d'enfants, pas de batailles épiques, juste un autre effondrement, une autre nuit de calme auto-remise en question. Whoopi avouera plus tard avec sa franchise habituelle « Je n'ai jamais vraiment voulu être mariée. Les gens pensent que je l'ai tout fait par amour, mais la vérité, c'était que je l'ai que fait parce que je pensais que c'était ce qu'il fallait faire. Ce n'était pas du regret, c'était de la clarté. » Contrairement à son premier mariage, né du désespoir et de la survie, ces derniers étaient des expériences, des tentatives de porter le masque d'épouse dans un monde qui l'exigeait. Mais l'esprit de Whoopi n'a jamais été conçu pour les moules. Elle était trop agitée, trop directe, trop farouchement indépendante pour vivre selon des vœux qui sonnaient creux. Sa liberté est devenue son vœu le plus vrai, son indépendance, son union durable. Et dans cette vérité, elle portait la force qu'il avait toujours définie. À la fin des années 1990, elle avait été mariée 3 fois. Sur le papier, cela ressemblait à un échec. Pour les colonnes de Potin, c'était un scandale. Mais pour elle, c'était une révélation. Chaque vœu brisé avait gravé une vérité que l'amour ne peut pas être forcé, que la stabilité ne peut pas être truquée, que la paix ne peut pas être trouvée en vivant le scénario de quelqu'un d'autre. Elle a appris que parfois l'acte le plus courageux n'est pas de rester, mais de partir avant que l'illusion ne vous dévore tout entier. Ces cicatrices sont devenues la sagesse. La seule chose à laquelle je suis mariée maintenant est ma liberté, a-t-elle dit un jour avec un sourire amer aiguisé par des années de déception. Et peut-être que c'est son plus grand héritage, pas les contes de fées que la société exige, mais le courage de vivre sans lien. Ces mariages n'étaient pas les romances brillantes d'Hollywood, ils étaient brefs, imparfaits, profondément humains, et en se brisant, ils lui ont donné quelque chose d'indestructible, la liberté de se choisir encore et encore, même quand le monde attendait le contraire. Il y a des histoires d'amour nées dans des chuchotements, à l'abri et invisibles, et puis il y a celles qui sont traînées sous des projecteurs où la tendresse et les défauts sont amplifiés jusqu'à ce que le poids devienne insupportable. Pour Whoopi Goldberg, le chapitre le plus controversé de sa vie amoureuse est venu non pas dans des coins tranquilles, mais sous l'éclat implacable des caméras lorsque son cœur s'est enlacé avec Ted Danson, la star de sitcom préférée de l'Amérique. Au début des années 1990, Whoopi était déjà une icône, une lauréate d'un Oscar, une force du box-office, une voix impossible à ignorer. Ted 2 se tenait au sommet de la gloire, son charme tissé dans le tissu de la télévision américaine. Ensemble, ils ont semblé pendant un moment comme le scénario du destin. 2 étoiles orbitant l'une autour de l'autre, leur rire sans retenue, leur présence ensemble radieuse. Pour Whoopi, qui avait connu la faim, la solitude et le lourd silence de la maternité célibataire, cela a dû ressembler à un rare rayon de soleil après des années de tempête. Un amour qui, enfin, a été choisi, pas imposé par la survie. Pourtant, sous la chaleur se cachait la fragilité. Le mariage de Ted avec Casey Coates se délitait, mais n'était pas encore terminé. Et sa proximité avec Whoopi n'a fait qu'aiguiser l'examen minutieux. Pour Whoopi, s'engager dans un tel lien était un choix chargé de risques. Une décision qui aurait pu promettre l'intimité, mais qui comportait des conséquences dont ni la gloire ni l'affection ne pouvaient la protéger. Ce qui aurait pu être une tendresse privée a été traîné dans les gros titres, chaque sourire disséqué, chaque contact amplifié en scandale. Leur amour, au lieu d'un sanctuaire, est devenu un spectacle jugé non pas dans des chuchotements, mais dans des polices de première page. La tempête a atteint son point de rupture en 1983 lors du Friars Club Roast, en l'honneur de Whoopi. La soirée était censée être irrévérencieuse, une célébration enveloppée du droit de la comédie à choquer.
Au lieu de cela, elle a viré au désastre. Ted est monté sur scène dans un acte qui s'appuyait sur la caricature et l'imagerie provocatrice. Des choix destinés à l'humour mais reçus comme une insulte, le rire du public s'est fracturé, certains mal à l'aise, d'autres consternés, et ce qui avait commencé comme une plaisanterie s'est transformé en condamnation. Les projecteurs se sont allumés plus fort, non pas en célébration mais en indignation. Pour Whoopi, le coup a été double, elle avait contribué à façonner la soirée, avait même contribué à certains éléments, et se tenait maintenant en son centre, à la fois en tant qu'honorée et en tant que bouclier. En un instant, sa relation privée était devenue inséparable d'une tempête publique. Les gros titres n'ont pas seulement nommé Ted, ils l'ont lié à lui, à l'acte, au tumulte. Pendant des semaines, elle ne pouvait pas passer devant un kiosque à journaux sans voir leur visage associé à des mots de scandale. Derrière les portes closes, le coup était encore plus élevé. Elle portait le coup non seulement d'un amour assiégé, mais aussi de son propre cœur jugé dans le tribunal le plus sévère, l'opinion publique. J'avais l'impression que le monde entier regardait mon chagrin d'amour. Elle avouera plus tard dans des moments plus calmes, ce qui avait été autrefois de la chaleur s'est transformé en poids, ce qui avait été autrefois de l'intimité s'est transformé en exposition. Au milieu des années 1990, la romance s'était dissoute. Pas de mariage, pas de vœux, pas d'enfants, juste une cicatrice gravée dans la mémoire. Un rappel que l'intimité vécue sous les feux de la rampe n'est jamais vraiment intime. Pour Whoopi, c'était une autre leçon sur l'arithmétique cruelle de la gloire. Que l'affection, lorsqu'elle est vécue sous le regard de millions de personnes, est assez fragile pour se fracturer avant de pouvoir prendre racine. Pourtant, même de cette fracture, quelque chose a perduré. La controverse a forcé la société à affronter des questions difficiles sur la comédie, la responsabilité et le pouvoir de l'imagerie. Elle a révélé que les mots et les performances ne sont jamais neutres. Ils portent des histoires et des blessures bien plus profondes que l'intention. Pour Whoopi, c'est devenu un autre creuset, lui apprenant qu'être une figure culturelle signifiait porter non seulement ses propres choix, mais les répercussions qu'il créait chez les autres. Elle n'a jamais essayé de réécrire ce chapitre comme un triomphe ou une tragédie. Elle l'a laissé tel quel dans son humanité brute, tendre à ses débuts, imparfaite dans son déroulement, coûteuse dans ses conséquences. Et peut-être que cette honnêteté est son héritage le plus vrai. Ce n'était pas un conte de fées, ni seulement un scandale, c'était un miroir reflétant la fragilité de l'amour et l'éclat impitoyable de la gloire. Pour le public, la leçon est subtile mais durable, que même les icônes trébuchent, que les choix faits dans la vulnérabilité peuvent-ils résonner plus fort que prévu, et que l'amour lui-même, aussi réel soit-il, n'est jamais à l'abri du poids du contexte. Pour Whoopi, ce qui est resté n'était pas de l'amertume, mais de la résilience. La reconnaissance que sa force ne résidait pas dans le fait d'éviter les tempêtes, mais d'y survivre. Même lorsque la pluie tombait le plus fort sur son propre cœur, il y a des pertes que le temps n'adoucit pas, des blessures qui ne cicatrisent pas. Tidjara Thiamombo, elle reste ouverte, brute, nous rappelant chaque jour que le cœur n'est jamais invincible. Pour Whoopi Goldberg, après des décennies de triomphe, de scandales et de survie, les coups les plus dévastateurs ne sont pas venus des critiques ou des vœux brisés, mais de la main impitoyable du destin. Quand il lui a enlevé les deux personnes qu'il avait portées le plus longtemps dans la vie, sa mère Emma et son seul frère Clyde. En 2010, à 54 ans, Whoopi avait tout ce que le monde pouvait donner. Des Oscars, des Emmy, des ovations debout, son visage connu sur tous les continents, mais aucun de ses pouvoirs n'a pu la protéger lorsque le téléphone a sonné et que le monde s'est tu. Sa mère, Emma Johnson, était partie. Emma avait été plus qu'une mère. Elle avait été infirmière, enseignante, protectrice, guerrière. La femme qui avait gardé de la nourriture sur la table dans les projets Chelsea Elliott, qui avait donné à ses enfants la résilience alors qu'elle-même n'avait plus rien. La perdre, ce n'était pas simplement perdre sa famille, c'était perdre l'axe de son existence. « Elle était tout pour moi », a chuchoté Whoopi plus tard, le genre de mots qui contiennent plus de chagrin que d'explication. Les funérailles ont été un flou de fleurs et de manteaux noirs, mais le vrai deuil a commencé après.
Il vivait dans la chaise de cuisine vide qui ne serait plus jamais remplie, dans le numéro de téléphone qu'elle ne pouvait plus composer, dans l'instinct de se tourner vers sa mère et de réaliser qu'il ne restait plus personne pour répondre. Whoopi s'était tenue sur des scènes devant des millions de personnes. Pourtant, elle ne s'était jamais sentie aussi petite, aussi complètement orpheline que lors de ces nuits où elle était assise seule avec le silence pesant contre sa poitrine. Puis, comme si le chagrin ne l'avait pas déjà creusé, le destin a frappé à nouveau. En 2015, à peine 5 ans après le décès d'Emma, elle a perdu Clyde, son jeune frère, son seul frère et sœur, le dernier témoin vivant de leur enfance. Clyde n'était pas une célébrité, pas une figure de la vie publique. Il était simplement son frère, celui qui l'avait appelé Karen, celui qui avait ri avec elle à travers la faim et les difficultés, la seule personne qui se souvenait de la fille qu'elle avait été avant que le monde ne la renomme Whoopi. Il était mon complice, mon premier meilleur ami, a-t-elle réfléchi, sa voix se brisant sous le poids du souvenir. Avec son décès, elle avait l'impression que toute son enfance avait été enterrée avec lui. La double perte était insupportable. Sur scène, elle portait toujours l'armure de l'humour, débitant des mots d'esprit rapides et une franchise inflexible. Mais derrière le rideau, elle portait deux absences comme des ombres cousues à elle. Les applaudissements ne pouvaient pas y toucher, les caméras ne pouvaient pas le déguiser. Le succès ne pouvait pas l'effacer. Chaque rire qu'elle partageait avec le monde était égalé par un silence qui l'attendait à la maison. Un silence où la voix de sa mère la rassurait autrefois, où le rire de son frère lui répondait autrefois. Et pourtant, même dans ce chagrin creusant, Whoopi a choisi non pas l'effondrement, mais la compassion. Elle a parlé plus souvent de sa famille, de l'urgence de serrer les êtres chers dans ses bras. Elle a donné sa voix à des causes qui servaient. Les mères sur les célibataires se souvenant des sacrifices d'Emma, elle a apporté son soutien à la défense des soins de santé, honorant les années de sa mère en tant qu'infirmière. Elle s'est tenue aux côtés des communautés en deuil, connaissant trop bien la forme de leur vide. De sa perte personnelle est né un but public. Elle voulait rappeler aux autres que l'amour est fugace et que les seuls trésors qui valent la peine d'être conservés sont les liens que nous partageons tant que nous le pouvons encore. Pour tous ceux qui ont enterré un parent, pour tous ceux qui ont dit au revoir à un frère ou une sœur, son histoire résonne avec une douleur qui semble universelle. Elle nous dit que le chagrin n'est pas une faiblesse, c'est la preuve de l'amour, que la tristesse n'est pas une prison privée, c'est un pont vers tous les autres cœurs qui se sont brisés. En fin de compte, la décennie qui a volé sa mère et son frère a gravé dans Whoopi Goldberg non seulement le chagrin, mais une vérité qu'elle porte maintenant comme une torche. Que les applaudissements s'estompent. Les trophées ramassent la poussière, mais l'amour, lorsqu'il s'est perdu, nous marque à jamais. Et dans ce marquage se trouvent à la fois la blessure et le cadeau. Le rappel de vivre, d'aimer, de tenir fermement avant que le silence ne vienne. Il y a des blessures qui saignent silencieusement à l'intérieur du corps. Des batailles invisibles pourtant plus impitoyables que n'importe quelle tempête publique. Pour Whoopi Goldberg, après avoir enterré sa mère en 2010 et son frère en 2015, elle est entrée dans sa soixantaine en portant le genre de solitude qu'aucune ovation ne pouvait apaiser. Elle pensait avoir survécu au pire. Que le destin avait déjà pris ce qu'il pouvait, mais ensuite, il a tourné sa cruauté vers l'intérieur, cette fois l'ennemi, n'était ni le scandale ni le chagrin d'amour, mais son propre souffle fragile. Bien avant les hôpitaux et les gros titres, elle avait vécu avec l'endométriose, une condition qui tord le corps d'une femme en une agonie silencieuse. Pendant des années, elle a enduré la douleur sans réponse en clair, naviguant dans un système médical trop lent à écouter. Plus tard, avec sa franchise habituelle, elle a brisé le silence, non pas par pitié mais par vérité. Nous sommes de trop nombreux à être laissés à penser que la douleur fait simplement partie de la vie, a-t-elle admis. Dans sa voix, il y avait à la fois de la fureur et de la défiance. La fureur face à la fréquence à laquelle la souffrance des femmes est rejetée et la défiance dans la transformation de son tourment privé en plaidoyer public. Rien, pas même des décennies de survie, n'aurait pu préparer Whoopi Goldberg à 2018 et 2019. Ce qui a commencé comme une fatigue ordinaire et une toux persistante s'est transformé en une épreuve presque fatale. La pneumonie a ravagé ses poumons,
L'infection s'est propagée dans sa circulation sanguine et les médecins ont prononcé des mots qu'elle ne pourrait jamais oublier. Vous avez 30% de chance. 30%. Le chiffre a résonné dans son esprit comme un jugement. La gloire, les éloges et les applaudissements ne signifiaient rien dans cette salle d'hôpital stérile où les machines bipaient et les tubes drainaient sa poitrine. L'ombre de la mort s'est penchée près, la même qui avait emporté sa mère et son frère, et elle s'est demandé serait-elle la prochaine ? « J'ai failli partir d'ici », a-t-elle admis après sa guérison. Des mots simples qui portaient le poids de nuit sans fin. La peur si dense qu'elle a fait que le temps lui-même s'arrête. Pendant 6 semaines, elle a disparu de The View. Sa chaise vide, son rire absent. Les fans se sont inquiétés, les collègues ont prié. Seule, elle a négocié avec elle-même. Un lever de soleil de plus, une respiration de plus. Quand elle est finalement revenue, plus mince, plus lente, mais vivante, l'ovation qu'elle a reçue était différente de toutes les autres. Non pas pour sa performance, mais pour l'acte même de survivre. La maladie l'a remodelée, la gratitude s'est infiltrée dans son humour, adoucissant même ses bords les plus tranchants. Chaque matin est devenu un cadeau, chaque rire partagé un trésor. Elle a commencé à parler ouvertement de la fragilité, non pas pour faire du théâtre, mais pour rappeler aux autres que la santé n'est pas garantie. Le temps est limité et la respiration elle-même est un privilège. Son histoire a résonné comme une cloche pour tous ceux qui avaient fait face à des hôpitaux, à la douleur ou à la trahison de leur propre corps. Vous n'êtes pas seul à déclarer sa survie. Même le simple fait de vivre est une victoire. Même après sa guérison, son corps est resté un champ de bataille. La gestion du poids est devenue une lutte constante. Whoopi a parlé franchement de la recherche d'un soutien médical, y compris des traitements GLP-1 comme Monaro, tout en défendant farouchement son image lorsque des publicités générées par l'IA ont faussement utilisé son visage pour promouvoir la perte de poids. Je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas approuvé. Faites attention, a-t-elle averti, protégeant non seulement son nom, mais aussi les personnes vulnérables qui pourraient être induites en erreur. Dans sa défense des droits, elle a révélé une autre vérité. La survie est sacrée et la vérité elle-même peut sauver des vies. Sa rencontre avec la mort a renforcé une leçon qu'elle portait depuis longtemps. Le succès ne peut protéger personne de la mortalité. Les applaudissements ne peuvent pas faire taire l'infection, mais la résilience choisie respiration après respiration peut surpasser le désespoir. Pour Whoopi, qui avait déjà porté le chagrin d'avoir perdu sa mère et son frère, cette épreuve est devenue un miroir universel. Tous les parents qui craignent de quitter leurs enfants trop tôt, tous les patients qui chuchotent des promesses dans l'obscurité pouvaient trouver un reflet dans son courage. L'ovation n'était pas pour la comédie ni pour le jeu d'acteur. Elle était pour la vie elle-même, pour le retour, pour se tenir sous les lumières et célébrer le fragile miracle d'être en vie. Maintenant, à 69 ans, Whoopi vit une vie qui semblait autrefois impossible pour la petite fille qualifiée de stupide dans une salle de classe de New York. Des projets de Chelsea Elliott au sommet d'Hollywood, son parcours l'a laissé avec des trésors mesurés non pas en applaudissements, mais en liberté, en silence et en pouvoir de façonner ses journées. Sa résidence principale est un vaste domaine des années 1920 dans le parc Llewellyn, à West Orange, dans le New Jersey. Un sanctuaire de jardins tranquilles, de murs couverts de lierre et d'intérieurs polis. Un deuxième refuge l'attend en Sardaigne, en Italie, une villa ensoleillée au-dessus de la mer où elle dessine, écoute des livres audio ou regarde simplement les vagues se briser contre les falaises. Parfois, vous avez juste besoin de silence, dit-elle, pour vous entendre à nouveau. Contrairement à de nombreuses stars, Whoopi n'a jamais vécu dans l'excès. Sa valeur nette, estimée à 30 millions de dollars, reflète des décennies de travail dans le jeu d'acteur, la comédie, la production et l'animation. Modeste mais stable. Elle ne collectionne pas les voitures de luxe ni les palais. Sa richesse est fonctionnelle, un reflet de l'indépendance plutôt que de l'indulgence. Même ses véhicules, souvent des berlines ou des VUS ordinaires, soulignent sa nature ancrée. La famille reste centrale. Sa fille, ici Alexandria Alex Martin, a bâti sa propre carrière et Whoopi a embrassé la vie de grand-mère et d'arrière-grand-mère avec humour et humilité.
Les réunions de famille débordent de générations, un témoignage vivant de la survie transformée en héritage. En amour, elle a choisi l'indépendance, investissant plutôt dans les amitiés, ses enfants et ses causes. Aujourd'hui, Whoopi continue son travail sur The View, sa voix aussi tranchante et intransigeante que jamais. Elle se prépare pour Sister Act 3, défend les causes sociales avec un feu inébranlable et vit une vie définie non pas par le spectacle, mais par le courage, la résilience et la profonde humanité qui ont toujours marqué son parcours. Ces dernières années, Whoopi Goldberg a canalisé sa voix et son influence dans des causes qui lui tiennent à cœur. Les droits LGBTQ+, les soins de santé pour les femmes, la défense du cannabis et en 2025, le lancement d'AWSN, un réseau sportif féminin sur Pluto TV. Chaque effort reflète un but, pas une indulgence, une façon d'amplifier les voix souvent ignorées et de transformer sa plateforme en un outil de changement. Pourtant, sous les gros titres, les maisons et les applaudissements, l'absence persiste. Les pertes de sa mère Emma en 2010 et de son frère Clyde en 2015 laissent des échos dans les pièces calmes, des chaises vides à la table du dîner, des rappels que certains vides ne peuvent pas être comblés par le rire ou la gloire. Après avoir failli mourir d'une pneumonie en 2019, elle a avoué que chaque matin se sent comme un cadeau. La respiration est une bénédiction, a-t-elle dit, et je ne la prends pas pour acquise. La richesse de Whoopi ne se compte plus seulement en dollars, bien qu'elle ait gagné des millions. Elle se mesure en joie simple, les matins sur un porche du New Jersey, les après-midi au bord de la Méditerranée et les dîners remplis du bavardage des petits-enfants. La survie, montre-t-elle, ne consiste pas seulement à échapper à la maladie ou à la pauvreté, elle consiste à atteindre un endroit où l'on peut s'arrêter, réfléchir et reconnaître que chaque cicatrice a façonné quelque chose de durable. Son héritage brille dans les vies qu'elle a touchées, les causes qu'elle a défendues et la générosité qu'elle a partagée au fil des décennies. Du soutien à la santé des femmes et à la sensibilisation au VIH-Sida, à l'aide aux mères célibataires, aux programmes d'éducation et à la défense des droits LGBTQ+, ces contributions ont transformé l'expérience personnelle en service public. En 2016, elle a cofondé Whoopi and Maya, une initiative de bien-être pour les femmes souffrant de douleurs chroniques, plus tard remodelée en 2021 en Emma and Clyde, nommée en l'honneur de sa défunte mère et de son frère, une transformation du chagrin en soin pour les autres. Son lancement d'AWSN en 2025 a donné une plateforme aux femmes dans le sport, un espace longtemps négligé. Chaque entreprise porte sa marque de fabrique, transformant les blessures en service, la perspicacité en empathie, la lutte personnelle en plaidoyer plus large, et pourtant, même dans son grand domaine du New Jersey, le calme persiste. La maladie a laissé ses marques. L'endométriose dans sa jeunesse, la pneumonie en 2018, les lents rappels du vieillissement qu'aucun projecteur ne peut déguiser. Elle rit toujours à l'antenne, mais en privé, elle reconnaît que chaque respiration est un cadeau. Ces dernières années sont définies par un paradoxe. Intrépide mais fragile, emblématique mais profondément humaine. Elle reste une présence quotidienne sur The View, sa franchise intacte mais tempérée par des ombres. Les regrets des mariages ratés, les mots prononcés trop rapidement, la solitude que les applaudissements ne peuvent pas guérir. Elle continue de construire et de créer, préparant Sister Act 3 tout en équilibrant la réflexion et l'action. Sa vie aujourd'hui est multicouche. L'enfant autrefois qualifié de stupide à cause de la dyslexie, l'adolescente qui a lutté contre la dépendance, la jeune mère élevant une fille dans la pauvreté, l'actrice brisant les barrières d'Hollywood, l'activiste défilant pour la justice, la survivante confrontant la mort. Elle a trébuché et a affronté de front l'imperfection humaine. Et c'est peut-être sa leçon la plus durable, que le sens n'est pas effacé par les erreurs et que les cicatrices, lorsqu'elles sont portées avec honnêteté, deviennent des cartes pour les autres. Si ces premières années ont été une histoire de survie et ces années intermédiaires, un conte de triomphe et de turbulence, sa vie ultérieure est une histoire de vérité, la vérité que la richesse ne peut pas effacer le chagrin, la vérité que la gloire ne peut pas garantir l'amour, la vérité que la force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais de se relever alors que le monde regarde.
Son héritage ne consiste pas en des trophées ou des films, mais en le rappel que la grandeur est sculptée dans la persévérance, la compassion et le courage. Si l'une de ses performances vous a fait rire, l'un de ses mots vous a fait faire une pause ou l'une de ses histoires vous a fait vous sentir moins seul, alors son héritage vous a déjà touché. L'histoire de Whoopi Goldberg n'est pas celle de triomphe sans faille, mais celle d'une vie vécue pleinement, marquée par des erreurs, des récupérations, des rires, du chagrin, de la résilience et du doute. Elle a échoué. Elle s'est relevée non pas comme une légende intouchable, mais comme un miroir de l'humanité elle-même. Son parcours montre que la force ne réside pas dans l'absence de fissures, mais dans la lumière qui brille encore à travers elle. Dans un monde obsédé par le polissage, sa plus grande leçon est peut-être que l'imperfection vécue honnêtement détient un pouvoir plus profond que les applaudissements.